et bienvenue dans Projetez-vous, abordant la gestion de projets sans complexe, cette série de podcasts dédiée au management de projet. Je suis Mirvet Mtimet, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO. Par ailleurs, je suis certifiée Project Management Professionnel et je suis activement bénévole au sein du Project Management Institute France, l'organisme référence en matière de gestion de projet. J'aime transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets. C'est pour cela que je coach et forme à la gestion de projet et à ses métiers. Je suis persuadée que bien connaître les rouages de la gestion de projet permet de réussir tout ce que vous entreprenez, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Une fois par semaine, nous aborderons ensemble dans ce podcast les différentes facettes et toutes les actualités du management. J'inviterai régulièrement des professionnels qui expliqueront leurs méthodes et leur expérience sur des thèmes choisis. La gestion de projet permet de structurer, coordonner, contrôler toutes les étapes de la conception à la livraison. Venez découvrir comment et repartez avec quelques astuces. Je vous invite à vous abonner et me suivre pour plus de contenu sur la gestion de projet. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Projetez-vous, le podcast dédié à l'univers de la gestion de projet. Je suis votre hôte, Mirvet, et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un invité très spécial, Marc Roussel, un expert reconnu du domaine du coaching de direction et de la formation de gestion de projet. Marc, je tiens tout d'abord à te remercier chaleureusement d'avoir accepté mon invitation. Ton parcours impressionnant et ProTrainer, entreprise que tu as fondée avec ta femme Danielle, sont une source d'inspiration et d'apprentissage inestimable pour nous tous. L'une des raisons pour lesquelles je tenais à t'inviter sur Projetez-vous est l'approche unique et personnalisée dans la résolution des problèmes en entreprise et tous les concepts que tu nous décris dans tes vidéos, sur les posts LinkedIn de Daniel ou de toi-même sont assez en accord avec ce que j'essaie de véhiculer avec ce podcast, avec Projetez-vous, dire que les problématiques à apprendre dans la gestion de projet, ce sont aussi les problématiques d'un chef d'entreprise et il faut vraiment que la méthodologie et tu nous expliqueras dans le podcast, bien sûr, on y reviendra plus tard, est vraiment très importante, d'où la pertinence de t'inviter aujourd'hui sur Projetez-vous. Merci beaucoup et puis je te laisse te présenter rapidement. Bien sûr, je ne vais pas faire une reformulation du plaisir que j'ai d'être avec toi. Je te remercie beaucoup pour l'invitation. Ça donne l'occasion de faire un exercice de partage et d'échange très intéressant. Donc, pour me présenter brièvement, je dirais que moi, j'ai commencé ma carrière lorsque je faisais du théâtre. Et à un moment donné, j'ai pas vu dans le théâtre le moyen d'expression artistique, mais j'ai vu que c'était une école de développement de compétences fondamentales. Et cette notion d'école m'a toujours accompagné. Ensuite, j'ai une grande période de 10 ans dans le domaine de la vente, avec tous les échelons qu'on peut parcourir en une dizaine d'années. Et puis ensuite, j'ai rencontré mon mentor, qui était un maître dans le domaine de la formation. Et j'ai passé 10 ans, pas les 10 années avec lui, mais j'ai passé 10 ans dans des cabinets de consultants spécialisés dans le développement du potentiel humain appliqué aux fonctions de l'entreprise, comme par exemple la vente, le management, les relations clientèle. Et après avoir passé 10 ans dans des entreprises de renom, dont certaines internationales, j'ai senti des petites ailes me gratter dans le dos là. Et en 98, j'ai créé ma première entreprise. Et c'est vrai que j'étais rejoint par, c'est toute une histoire, mais j'étais rejoint par Danielle, qui est devenue mon épouse. Et ensemble, nous cheminons et nous continuons jusqu'en 2014 à créer et animer des programmes d'accompagnement au sein des entreprises. Et en 2014, on est venu en Andorre. Et donc là, on se redessine un peu, on se reprofile, parce qu'on est passionné. Nous, la retraite n'a pas de sens pour nous, sur le plan administratif, oui, et financier, mais pas sur le plan du travail. Et on a à l'horizon des 3 4 ans qui viennent de créer une école spéciale pour entrepreneurs d'un genre assez nouveau. C'est super, franchement, tu nous mets l'eau à la bouche avec cette école d'entrepreneurs et je crois qu'avec toute ton expérience, tu as vu beaucoup de types d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs réussir ou échouer. Et je voulais te poser une question. Est-ce que tu voyais des erreurs communes tout au long de ta carrière ou de la part d'entrepreneurs, de la part de dirigeants d'entreprise sur des choses qui, à chaque fois que tu arrives dans une entreprise, c'est la première chose que tu remarques comme erreur? Oui, donc on reste dans le cadre, moi je vais rester dans le cadre du projet, mais c'est vrai que fondamentalement, l'activité, c'est toujours des process,
des outils et des hommes. Et les erreurs principales, de mon point de vue, c'est la non prise en compte de la dimension humaine de l'entreprise à tous les étages de la boîte. C'est ce qu'on retrouve quand on fait, par exemple, on arrive dans une société, souvent il y a une crise, et 90% de la cause de la crise, c'est des ruptures de communication qui sont dues à des défauts de management, à des défauts d'attitude, à la non prise en compte. Et donc, on a, nous, un fractal pour analyser les choses qu'on appelle IRCAR. Et IRCAR, c'est intention, réflexion, communication, action pour obtenir un résultat. On a tous à cœur d'avoir, je sais pas, une bonne situation, avoir une famille qui fonctionne bien, un bon travail, etc. Donc, on travaille à maintenir, à avoir un résultat. Mais en amont, on sait qu'il y a toujours une idée, une intention, une impulsion. Et ça, c'est une dimension humaine extrêmement importante qui n'est pas prise en compte dans les projets réellement. Et puis ensuite, la partie réflexion, communication, action, ça se passe pas trop mal. Et après, il y a le suivi et le contrôle, et ça, c'est parfois un des facteurs qui est un peu négligé, quoi. Voilà. Et donc, on appelle ça un fractal, parce que tu peux faire un projet, par exemple, sur un an, et tu le décomposes en sous-projets de 3 mois, par exemple, et chaque 3 mois a son intention, sa réflexion, enfin ses données, ses accords, et puis son processus d'action. Et on mesure le résultat. Et ce sous-projet s'inscrit dans un projet plus large. Et quand on comprend que chacune des activités de pensée, de réflexion, de communication et d'action s'inscrivent dans des plans d'activités différents, eh bien, et qu'on maîtrise les compétences qui permettent de dérouler un IRCAR, si tu veux, et que tu fais ça au niveau de l'individu, au niveau du poste, du service et du management, bah, tu crées un monde de synergie absolument incroyable, où les choses deviennent beaucoup plus possibles, beaucoup plus en synergie, beaucoup plus fluides. Ben, merci beaucoup pour ce fractal. Donc là, tu nous présentes les couleurs, que chaque intention, c'est une couleur, réflexion, et il faut avoir ces 5 couleurs pour être complet. Et donc toi, tu accompagnes peut-être sur ces 5 couleurs. En tout cas, tu as bien parlé aussi des différentes phases de gestion de projet, comme le suivi et le contrôle, la planification et tout ceci, donc qui sont aussi complémentaires avec ce système IRCAR qui, pour toi, je pense, va aider les dirigeants à réussir leurs projets, et c'est comme ça que tu les accompagnes. J'ai aussi relevé la partie humaine, donc c'est très bien. Est-ce que tu as un ou deux exemples concrets, et tu peux décrire comment ces erreurs ont affecté la productivité et l'ambiance de travail, par exemple? Oh bah oui, je peux te raconter plusieurs histoires. Il y en a une, bon, je ne vais pas citer le nom des entreprises parce que je n'ai pas d'accord avec eux, mais par contre, c'est une boîte qui est dans le domaine, qui fabrique des imprimantes et des photocopieurs de très haut niveau. Et donc, un jour, bon, je travaillais avec eux depuis un certain temps, ils connaissaient mes méthodes, où on peut concilier l'humain et la productivité d'une façon intelligente et efficace pour tout le monde. Et donc, dans ce service-là, le manager était devenu détesté de la part de son équipe. Et donc le choix, c'était soit on vire ce manager ou on augmente la pression sur les équipes. Mais comme ils étaient sur un projet fondamental, la patronne de ce laboratoire de recherche et développement me dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc on a fait quelque chose. C'est-à-dire qu'on a d'abord rencontré les différents acteurs jusqu'à temps qu'on comprenne ce qui se passe. Et on voit bien qu'en amont d'un problème, vous avez toujours une rupture de communication. Comment on règle une rupture de communication? Pas en faisant se confronter les gens, mais en aidant la personne à se confronter à pourquoi le problème existe pour elle. Et quand on fait monter le niveau de responsabilité de quelqu'un et qu'il découvre la part du problème sur lequel il peut agir, et qu'on fait ça des deux côtés, on se retrouve avec de la responsabilité. Et quand il y a de la responsabilité, tu sais quoi? Ben, il n'y a plus de problème. Il y a juste de la communication et trouver des solutions. Et on les a impliqués dans un programme de management assez simple qui permettait de réhabiliter des comportements et des attitudes pour bien fonctionner ensemble. Et 1 an après, ça tenait toujours. Puis ensuite, on les a un peu perdus de vue, mais ça avait très, très bien fonctionné. Donc le projet là, c'était de les mettre dans la vision de ce qu'ils voulaient atteindre ensemble, idéalement,
Et Oui. quand on a eu la vision, on a pu la comparer à la situation actuelle, on a vu ce qui manquait. Quand on a su ce qui manquait, on avait donc des axes stratégiques. Les axes stratégiques, on les a convertis en petits projets qui étaient portés par une personne responsable, qui pouvait faire appel à des personnes pour l'aider. Et donc, à partir de là, il pouvait étudier et formaliser le projet. Ça, c'est un des grands points de confondre l'idée et le projet. J'ai vu dans cette même société, on listait des idées. Ah oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ci. Enfin, ah oui, oui, c'est bien, c'est super, c'est bien. On avait une kyrielle d'idées, mais elles n'étaient pas qualifiées, elles n'étaient pas étudiées, elles n'avaient pas fait l'objet d'une formulation de projet qui devient finalement, quand c'est bien fait, le but, l'objectif, la mécanique du projet, le synoptique pour pouvoir l'expliquer en 10 minutes, et puis le planning, et puis l'ensemble des actions, et les coûts que ça engendre, et le moyen de contrôle. Tant qu'on n'a pas mis en place, quand on n'a pas écrit ça, on n'a pas vraiment un projet. Et puis ce Mm. projet, faut-il encore qu'il soit aligné sur la stratégie? Donc il faut qu'il soit validé par la direction d'au-dessus, de telle sorte qu'on soit aligné, pas pour contrôler, pour s'assurer qu'on est en phase. Et quand on est en phase, là, il y a de l'énergie. Donc c'est ça l'erreur, c'est de confondre projet et idée et projet, c'est de faire des listes, de ne pas avoir de système de contrôle. Et un contrôle, s'il y avait des revues de projet, ça durait 6 heures. Les gens, ils étaient assis dans des fauteuils, ils avaient été bien mangés le midi, tout le monde dormait à moitié, les gars venaient parler, on faisait que parler des problèmes et tourner les problèmes, et le mois d'après, on faisait la même chose. Je pense que tu me parles vraiment du commun de beaucoup d'entreprises en ce moment, hein, moyennes, petites ou grandes, même les grandes qui ont acquis les bonnes méthodologies de gestion de projet. Moi, je vois encore beaucoup de réunions où c'est 3 heures, 4 heures, où en fait, c'est une personne, au lieu de faire suivant un agenda où on limite le temps, c'est une personne qui parle, qui donne tout ce qui ne s'est pas passé, hein, c'est jamais dans le positif, hein, de Voilà. toute façon, Mm. tout ce qui ne s'est pas Mm. passé, et puis elle bloque 20 personnes dans la même place, dans la même réunion. Mais c'est vrai que la communication est très importante. Moi, je voudrais revenir, déjà, bravo pour cette situation où on voit bien encore que, d'une part, l'humain est très important et de toute façon, même le Project Management Institute, dans sa nouvelle version, dit que les managers de projet, les chefs de projet, les directeurs programmes, maintenant, c'est vraiment l'humain qui importe. Et donc, c'est communiquer, c'est mettre en place des stratégies de communication. Donc, on est vraiment tourné vers la communication, même si il y a encore la technique et les méthodologies, mais ce qu'on voit, c'est même s'il y a les techniques, même s'il y a la technologie, il y a tout et la méthodologie, l'humain, la communication, c'est ce qui va faire qu'un projet va fonctionner, qu'une équipe va fonctionner et que tout va bien se passer. Donc, bravo pour ce que tu as fait avec les Mm. deux personnes et tu as un peu rétabli le lien de communication entre ces deux personnes-là. Et je pense que c'est vraiment une compétence à avoir dans tous les domaines et en gestion de projet, en direction d'entreprise. Et dans une entreprise, c'est important à tous les niveaux, en fait, que ce soit de la personne qui entre, qui est jeune et qui a des responsables, mais ça peut être aussi le PDG qui doit communiquer sa stratégie. Et ensuite, oui, tu as parlé d'une différenciation entre idée et projet. Et c'est ça, c'est s'il y a pas des process, s'il n'y a pas une méthodologie pour sélectionner parmi les idées lesquelles vont devenir des projets, et puis choisir d'allouer un budget pour ces projets-là, c'est sûr que ça reste au stade de l'idée. Et puis, il y a certaines entreprises qui passent à côté de grandes opportunités parce que c'est resté au stade de l'idée. Elles n'ont pas mis en œuvre, elles n'ont pas reconnu cela comme un projet. Elles n'ont pas mis en œuvre tous les processus d'élaboration d'un projet. Et c'est soit des idées qui ne sont pas devenues des projets ou bien des projets qui ont été faits bancalement sur un coin de table par des gens par-ci, par-là, rapidement. Et puis, on se rencontre une fois par mois, on parle de l'idée et non du projet. Et puis, ça Mm. n'avance pas. Et puis, au bout d'un an, il y a un concurrent qui a pris l'idée et qui en a fait un vrai projet et qui a eu la même idée au même moment, puisque ça doit être une idée pertinente du marché, Mm. innovante. Donc, et le concurrent, lui, il a appliqué les bonnes méthodologies. Il a été bien accompagné, si c'est le cas. Ouais, Et c'est ça, puis, ouais. il n'a pas fait du surplace parce que, Mm. voilà, les bons processus étaient bien menés. Donc, tu es donc le fondateur de Pro Trainer. Comment identifies-tu les problèmes sous-jacents dans une entreprise et quel est le processus pour élaborer ton plan d'action quand tu arrives en tant que Pro Trainer? Donc, comment ça se passe? On a toujours, nous, une politique, c'est la prise en compte de l'humain. Et dans la fonction,
hein. On ne sépare pas l'individu pour faire du développement personnel, on fait du développement de compétences appliquées à la fonction qu'il occupe. Hein, si c'est un vendeur, il va travailler sur la gestion du stress, sur l'écoute, sur l'affirmation et sur la maîtrise de l'entretien, mais appliqué aux situations de son métier. Si c'est un manager, ça sera la même chose, mais appliqué à son métier. Donc, à partir de là, quand c'est souvent, par exemple, une société qui, elle, est dans le spécialisée dans l'informatique, dans la sécurité de l'informatique, la sécurité numérique. Et donc, ils sont très avancés. C'est vraiment des leaders dans ce domaine-là. Il y a de la concurrence, mais ce sont vraiment des leaders. Et ces gars-là étaient constitués de plusieurs entreprises qui avaient fait l'objet d'un rachat successif. Et donc, ils se retrouvaient avec des mentalités, des outils, des process vraiment différents. Et à un moment donné, eh ben, ça coûte de l'argent, ça coûte de la confusion, ça coûte du stress. Et ils ont souhaité amener tout le monde à réfléchir, à faire avoir des lignes de produits communs, des processus communs et d'avoir des modus vivendi communs. Bon, l'idée est géniale. Ils en ont fait un projet extraordinaire. Sauf qu'à un moment donné, boum, ça a bloqué. Il n'y a plus rien qui avançait. Ça commençait à créer des désordres chez les gens et le projet devenait presque contre-productif. Et la raison pour ça, c'est que quand on fait des projets de taille, il y a deux niveaux de complexité à prendre en compte. Le premier niveau de complexité, c'est la complexité technique. Or, ce projet était techniquement complexe, certainement un des plus complexes qu'ils aient jamais eu. Mais le deuxième, c'est la complexité relationnelle. C'est un autre axe. Et quand il y a la complexité relationnelle, c'est de combien on va faire bouger les gens, de combien les gens vont devoir changer leurs habitudes. Et on sait très bien que quand on doit changer des habitudes, il y a des phénomènes qui varient selon les gens, mais qui créent des résistances au changement. Et l'illusion, c'est de croire qu'on a quelque chose de intellectuellement très bien bâti, qui va suffire de faire une conférence pour que tout le monde se mette sur la même ligne et avance d'un seul pas. Ce n'est pas vrai. Donc, cette complexité, ça fait quoi? Ça génère une résistance au changement qui va brusquement segmenter, faire éclater la sociodynamique du groupe. Et on va voir se dessiner, et là, ce que je pourrais faire, c'est te montrer un petit schéma. Et là, tu vois ce schéma, je suis désolé pour qu'on voit le titre, etc. Mais on voit très bien cette notion de, dans une dynamique de groupe, tu as des gars qui sont en synergie plus ou moins naturelle avec le projet et des gens qui sont plus ou moins antagonistes au projet. Et on voit bien qu'au moment où on lance le changement, les gens vont se positionner dans je suis engagé, je suis passif, je suis grognon, je suis opposant, je suis révolté, je suis déchiré, je suis hésitant. Mais il y a également ceux-là. Ce sont des gens qui sont qui veulent le projet, mais en même temps qui gardent un sens critique, positif. Et ces gars-là, ils sont un peu répartis dans toute la pyramide des acteurs liés au projet. Et la première chose à faire, c'est de repérer ce triangle d'or. Parce que ces gens-là, ils sont toujours une minorité, mais bien organisés. Ils vont d'abord les engagés vont se dynamiser, les hésitants vont se convertir très facilement, une partie des passifs et des grognons vont basculer on dirait, dans le camp de l'action, et puis les opposants, ben, il y en a certains, ils ont de moins en moins de raisons à s'opposer, parce que évidemment, la stratégie consiste aussi à rencontrer ces gens-là pour comprendre pourquoi ils ne veulent pas le projet et qu'est-ce qu'ils aimeraient. Et on découvre qu'il y a des projets de latéraux qui peuvent leur permettre d'atteindre un objectif et qui va dans le sens du projet. Donc, si tu veux, ce tableau-là, il est fondamental. Et je connais très peu d'entreprises qui comprennent cette logique. Dans les métiers d'ingénieur, c'est le pire. On vient avec une logique linéaire et on oublie qu'il faut aller parler avec les gens, quoi. En tout cas, moi, ça me rappelle beaucoup puisque j'ai eu Mitoun récemment et puis j'ai fait un épisode sur l'accompagnement conduite du changement et c'est vraiment un des principes de l'accompagnement de la conduite du changement. Et c'est vrai que ton schéma, exactement, c'est comment faire pour faire accepter le changement par tous et que les projets, toi, c'était dans le cadre d'un projet, mais des fois, c'est juste dans le cadre de mettre en place un nouvel outil, comme tu as dit. Donc, toi, c'était beaucoup plus complexe. Il y avait de la mise en place d'outils, mais il y avait d'autres composantes aussi. Mais juste mettre en place un nouvel outil de SIRH, par exemple, ou de CRM, eh bien, les grandes entreprises aujourd'hui, et c'est pas du tout le réflexe des petites et moyennes entreprises, elles missionnent une équipe, une entreprise qui va accompagner à la conduite du changement. Donc, il y a la méthode ADKAR, par exemple. Comme tu dis,
ce triangle d'or, moi j'en parle dans mon épisode comme des ambassadeurs, c'est eux qui vont C'est ça. accompagner le changement, qui vont permettre de faire bouger les lignes du schéma que tu nous montres. Ben, c'est très bien et on voit qu'à tous les niveaux, il faut vraiment accompagner de ce changement. Moi, j'ai même lu déjà les 5 étapes du deuil et elles sont aussi il y en a beaucoup qui utilisent les 5 étapes du deuil pour accompagner le changement dans d'autres entreprises. Donc, Ah oui. pour arriver jusqu'à l'acceptation, on passe par le refus, la colère, et c'est vrai que bah, si des entreprises sont rachetées, moi j'ai déjà eu le cas où plusieurs entreprises étaient rachetées, eh bien, il faut faire en sorte que dans la nouvelle situation, tout le monde soit épanoui et ne soit pas contre-productif, ne soit Mm. pas opposant, ne freine pas. Et donc, bah, il faut identifier tous les types de personnes que tu nous as montrés dans ton schéma. C'était vraiment très instructif. Et puis, on voit que ce sont des choses que tout accompagnateur, tout formateur, tout chef de projet bah, doit connaître un petit peu, il y aura des parties prenantes. Il y a beaucoup de types de parties prenantes. Dans un changement, il y aura ceux qui vont être le triangle d'or, ceux qui vont être passifs, ceux qui vont être opposants. Et donc, ben, il faut savoir comment s'adresser à chaque type de personne. Pendant ben, cette transformation que tu as pu accompagner, est-ce Mm. que tu as fait du coaching des personnes du triangle d'or? Et puis, en général, est-ce que tu adaptes tes méthodes de coaching et de formation aux besoins de chaque entreprise, de chaque dirigeant, de chaque manager? Ça, c'est une bonne question, ça. Oui, alors effectivement, par exemple, dans ce cadre-là, j'ai rencontré le DG, ou enfin, c'était le responsable technique de la zone qui pilotait plus de 150 personnes. Et ils étaient un modèle, un business model pour l'international. Donc, je rencontre cette personne-là. Il se trouve qu'on se connaissait et on s'appréciait. Il m'avait déjà vu travailler, etc. Donc, la première chose que l'on a fait, bah, c'est simplement d'aller regarder c'est quoi le problème tel qu'il le perçoit lui, parce que parfois il perçoit le problème sous un angle, mais les autres le perçoivent sous un autre angle. Et donc, c'est bien de comprendre lui où est son problème à lui. Et puis, deuxièmement, c'est quoi les enjeux? Et après, c'est toujours un audit, en fait. Et ça passe par, moi, j'ai organisé une dizaine d'interviews avec quelques acteurs clés. On passe 2 heures ensemble. Et là, on balaye toute l'historique du projet, comment ils le perçoivent, où est-ce que ça bloque pour eux, qu'est-ce qu'ils proposeraient, qu'est-ce qui ferait que pour eux, ça serait un bon projet. Et brusquement, on se retrouve avec une information extraordinaire. D'abord, la première chose, le premier constat, c'est que tous les problèmes et tous les blocages sont du domaine du management opérationnel. Donc, les dirigeants comme les managers opérationnels doivent être formés pour gérer ces situations-là. Tout, 100%, c'est entre les mains. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un programme de management pour aider les gens à gérer ces situations et de développer chez eux la capacité à gérer des situations bien spécifiques. Donc, et puis après, quand on a fait ces entretiens-là, il y a 2 personnes qui étaient vraiment des personnes clés et qui étaient en antagonisme fort avec le projet. Et donc, là, on a fait un coaching. Et le coaching a permis de révéler que la personne n'était pas du tout hostile au projet, mais qu'ils avaient vécu précédemment un ancien projet qui s'était très mal passé. Et les gars, ils étaient toujours fixés là-dessus. Donc il y avait une dimension psychologique de groupe. Et comme cette personne était un leader, qu'est-ce qui se passait? Elle réussissait à convaincre tout le monde qu'elle avait raison, qu'il ne fallait pas bouger. Et comme elle était puissante, eh bien, elle arrivait à bloquer elle toute seule la zone. Et comme c'est une personne qui avait un projet personnel qui voulait devenir coach, et bon, je ne rencontre pas le détail, et donc on a compris que je pouvais lui donner les basiques pour pouvoir être un bon coach. Et pour elle, et c'était associé au projet. Donc ça a débloqué la situation. Elle est sortie c'est une douleur, c'est une souffrance pour Mm. elle. Elle est sortie de ça et elle est devenue l'un des leaders pionniers du projet. C'est-à-dire toute l'énergie négative s'est inversée et est devenue positive. Alors, je peux te garantir, il y a eu un turbo dans la mécanique, quoi. Voilà. Ah ben, merci. En tout cas, tu viens de nous expliquer le cas de résistance au changement d'une des personnes et le cas de bah, toi, ton expérience en écoute active, en cherchant justement bah, les raisons de chaque freinage, les raisons de chaque résistance au changement. Et bah, la semaine dernière, j'ai fait un épisode sur la négociation et bah, ça rentre vraiment, donc ça introduit bien ce qu'on fait aujourd'hui comme épisode exactement. Donc c'est vraiment ensemble, on voit que bah,
souvent derrière un projet, c'est pas seulement la technique, la technologie, c'est pas des problèmes de ce style-là. Comme tu disais, il y avait la complexité technologique, mais la complexité humaine et savoir quels sont les différents freins et pouvoir les auditer. Puis ensuite, tu as pu réussir à débloquer pour que ce soit une personne, que ce ne soit plus une personne freinante, mais une personne accélératrice, catalyseur. Mm. Je pense que ça, c'est vraiment des cabinets comme ProTrainer qui permettent de faire ça puisqu'ils ont un recul un recul et une expérience aussi de plusieurs projets et de voir pour pouvoir déverrouiller ces blocages et débloquer ceci. J'ai vu que vous étiez aussi très présent, vous habitez en Andorre, toi et ta Mm. femme et puis l'entreprise, mais je sais que vous êtes aussi très présent dans le digital. Et donc, je voulais savoir quels sont pour toi les avantages et les défis du e-learning dans le contexte actuel. Oui, effectivement, aujourd'hui, on peut plus se priver de comprendre comment marche le digital, de voir que ce sont des vecteurs de communication, donc de développement. Et nous, ça fait plusieurs années qu'on s'intéresse de très près à ces questions-là, même s'il y a une évolution qui est absolument incroyable, notamment avec ChatGPT qui arrive là comme une bombe qui modifie littéralement la capacité à traiter de l'information et à obtenir de l'information. Mais au-delà de tout ça, depuis 2008, nous, on est très intéressés à cette idée de mettre en ligne des programmes. Dès que tu fais du e-learning avec une entreprise, tu es obligé de reconsidérer l'ingénierie de formation. Et enfin, de pouvoir reposer les bases. Ça veut dire on doit disposer, il faut impliquer 2 ou 3 personnes de l'entreprise, au moins les managers qui sont au-dessus des personnes qui vont être formées, et puis voir, s'assurer que c'est bien dans un axe stratégique de société. Donc, quand il y a cette légitimité-là, il y a de l'énergie et il y a de la ressource qui va venir. Ensuite, il faut vraiment que les modèles soient actionnables. Parce qu'on voit encore des e-learning qui sont simplement des transferts d'informations livresques dans un parcours. Alors, nous, on a toujours travaillé sur le training. Le training, c'est une démarche un peu différente. Donc, quand on intègre ça dans un e-learning, on s'assure que les modèles, les personnes puissent les comprendre, ils puissent, au travers de jeux, d'échanges, de communication, les intégrer, et on s'assure que ça se mette dans la durée. Pourquoi? Pour s'assurer que sur le terrain, il n'y ait pas de difficulté d'application. Et donc, ça doit s'inscrire un peu dans le temps. Mais le gros avantage, c'est que ça coûte beaucoup moins cher. Quand, par exemple, je fais une formation qui vaut 10 000, il y a 10 000 de salle, de frais de salaire, etc. Alors qu'avec le e-learning, on peut complètement réduire ces frais, c'est extrêmement souple. Et je dirais, je rajouterais une chose, c'est qu'il y a le e-learning pur, je m'inscris, j'arrive sur la formation, je fais la formation, je fais quelques exercices qui me sont proposés et ça peut s'arrêter là. Mais imaginons que tout de suite derrière le module, on se retrouve à 5-6 dans une salle en distanciel et qu'on échange sur ce qui s'est passé et qu'on fasse quelques trainings. Et que c'est donc des modules. Vous êtes tout seul avec, je dirais, la partie théorique. Vous faites un travail de communication, d'ajustement et d'entraînement, et vous avez 3-4 modules comme ça. Et en 3 mois de temps, non seulement les gens, ils ont compris des choses, c'est adapté à leur situation, mais ils sont capables de faire des choses dont ils n'étaient pas capables avant de faire le e-learning. Et je me suis rendu compte qu'on peut faire du coaching comme ça en face à face. On ne peut pas se toucher, on ne peut pas se serrer la main, etc. On ne peut pas boire un café. Mais quoi qu'on aussi, on peut boire un petit café quand même. Et ce qui est génial, c'est que dès que la communication est en place, on produit quasiment les mêmes effets avec les mêmes résultats. On perd un peu de dynamique de groupe, c'est vrai, mais on gagne tellement par ailleurs que c'est un très 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 bon outil pour moi. Je pense aussi, hein, je pense pour nous tous, on est en train d'apprendre justement à travailler différemment et à travailler à distance. C'est-à-dire que là aujourd'hui, tu es à Andorre, je suis à Paris, mais voilà, on arrive à discuter, échanger et on apprend beaucoup de choses de cet échange. Et je pense que pour la formation, pour le e-learning, pas besoin de plus. C'est vrai que moi, à une époque, je pensais qu'être en physique, c'est beaucoup mieux pour voir les expressions et tout ça. Et j'ai fait même des cours pour 200, 250 personnes. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour accompagner et pour être scalable, c'est-à-dire que ton entreprise puisse s'élargir à plusieurs endroits dans le monde, on est obligé un peu plus se soustraire à la digitalisation, au e-learning ou au coaching en virtuel. C'est tout à fait indéniable. Merci d'avoir partagé tout ceci. Là, on arrive presque à la fin de l'épisode. En tout cas, j'ai vu que tu étais présent sur
plusieurs domaines qui intéressaient justement les directions, les managements pour pouvoir les aider au maximum à résoudre leurs problèmes, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Est-ce que, avant de nous quitter, tu as encore le temps, peux-tu partager quelques conseils pratiques pour les gestionnaires de projets et les dirigeants d'entreprise? Tout à fait. Et toujours, on aime toujours donner des conseils, même si on sait que les conseils, c'est comme sur le crâne d'un chauve, hein, ça ne sert qu'à celui qui les donne. Mais malgré tout, il y a 2 lectures que je recommande. La première, c'est Le Manager éthique. C'est un bouquin que j'ai écrit, mais qui couvre vraiment le sujet du management opérationnel et qui aborde un peu la question de projet. Mais comme on sait que 90% des compétences pour accompagner le projet sont les compétences qui permettent d'accompagner les collaborateurs, on a là vraiment une base de données extraordinaire. Et dedans, il n'y a que des trucs actionnables. Il y a un peu de philosophie, on ne peut pas se priver de ça, mais c'est actionnable. Vous lisez la fiche technique, vous vous entraînez un petit peu, vous allez produire l'effet. C'est magique. Et l'autre, c'est un bouquin exceptionnel sur les projets, ça s'appelle La stratégie du projet latéral. C'est aux éditions Lafon. Les auteurs sont respectivement Monsieur d'Herbemont et Monsieur César. Et ces gars-là ont fait un travail exceptionnel où ils parlent de la stratégie du projet latéral que j'ai un petit peu esquissé tout à l'heure. C'est un fantastique complément à toutes les techniques d'animation de projet parce que ça va prendre en compte la dynamique humaine dans sa dimension groupe et dans sa dimension interpersonnelle. Ça, c'est un conseil. Alors, j'en ai 2 ou 3 autres. Quand vous lancez un projet, faites du lobbying, repérez à tous les niveaux de la structure les personnes qui sont en faveur du projet. Ça, c'est votre cercle d'or, vous travaillez avec eux. Laissez-les s'organiser, ils ont la motivation, ils sont dans la raison, ils ont envie que ça marche. Et puis, pour réaliser cette étape, eh bien, les managers doivent se coiffer de la casquette de leader, c'est-à-dire oser prendre le risque d'aller de l'avant, et de partager la vision, mais aussi de mettre la casquette de vendeur. Et tu le disais tout à l'heure, Mirvette, c'est qu'on a besoin d'amener les gens à comprendre. Et le vendeur est fondamentalement quelqu'un qui est un pédagogue en réalité. Si on veut bien regarder un bon vendeur, c'est quelqu'un qui aide les gens à comprendre en quoi la solution qu'il propose va les aider à gagner plus que ce qu'ils dépensent. Et donc, tous les managers devraient faire un cours sur la vente traditionnelle. Et puis, baser l'approche sur le partenariat. Dès que les gens savent de quoi vous parlez, qu'ils ne sont pas manipulés, qu'on ne leur met pas la pression, quand ils sont bien dans leur basket, ils produisent des bons résultats. Franchement, il faut collaborer avec les gens, il faut les traiter comme des partenaires et pas comme des gens dont on attendrait l'obéissance parce que c'est logique. Voilà, je dirais qu'en priorité, c'est former vos relais au management opérationnel et à la conduite de projet. Donc, faites appel à Mirvette, qui est, à mon avis, expert dans le domaine. Et puis, nous, on est toujours très heureux de partager avec les gens qui veulent poser un problème sur la table. Regardez où est-ce que l'on peut faire quelque chose d'intelligent ensemble. Merci beaucoup, Marc, pour ces lectures. Franchement, je les mets directement dans ma liste de lectures et je pense que tu m'as rendu. Merci aussi. Tous tes conseils sont applicables à tous les niveaux de l'entreprise. C'est-à-dire quelqu'un qui veut juste mener un projet, comme vous avez dit, va aller voir son triangle d'or à la direction. Qui est-ce qui va être vraiment accélérateur pour son projet, pour le lobbying. Et pareil, un dirigeant doit être éthique et doit aussi faire en sorte que tous ses collaborateurs se sentent bien motivés pour réaliser les projets, pour faire avancer l'entreprise. C'est vraiment, merci beaucoup d'avoir été présent et de nous avoir fait part de ton expertise et de ton expérience. Je pense que c'est très utile à la communauté de gestion de projet, mais dans la vie en général, pour toute personne qui veut réussir dans un domaine ou qui veut que son entreprise fonctionne très bien. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Projetez-vous. Si vous avez apprécié cette conversation avec Marc, vous aurez toutes les informations dans la description de l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast avec vos collègues et amis. Restez inspirés et à bientôt pour un nouvel épisode. La gestion de projet est un domaine passionnant et stimulant. Et j'espère que le podcast Projetez-vous vous apportera des connaissances précieuses et des conseils pratiques pour améliorer vos compétences en gestion de projet. Que vous soyez un chef de projet expérimenté ou que vous débutiez dans ce domaine, vous trouverez ici des informations pertinentes et des exemples concrets pour vous guider avec le succès de vos projets.
Je vous remercie de vous joindre à moi dans cette aventure passionnante et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous abordant la gestion de projets sans complexe. Vous trouverez dans les notes de cet épisode quelques liens intéressants, notamment si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes mes informations sur ce podcast ou sur mon site internet mirvet-timet.com. Je suis également présente sur les réseaux sociaux et j'aime bien échanger sur les sujets liés à la gestion de projet.